Bienvenue, Christine, dans le podcast Vérité. Merci, Ambeline, et bonjour. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast. Je pense que les auditeurs vont découvrir au fur et à mesure de notre conversation pourquoi. On va le dévoiler au fur et à mesure. On a plein de liens en commun toutes les deux. Avant que je te présente, est-ce que tu aimerais nous dire où est-ce que tu te situes juste maintenant pour qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement? Bien évidemment. Alors moi, je suis dans mon bureau, au milieu de nulle part, puisque je vis à la campagne. Mon mari est agriculteur, donc j'ai cette chance de vivre proche de la nature. C'est-à-dire que derrière moi, j'ai des étangs. Hmm. Et je suis dans une ferme. Mon bureau a été peint il y a quelques années par un artiste qui peignait qui customisait les Harley Davidson. Et j'ai eu Ah, la folie, comme lui, de me répondre oui, de lui donner les clés de la maison. Et c'est pour ça que derrière moi, vous voyez le poster de ma fille qui est peint sur le mur. Alors, ça veut dire que j'en ai un peu partout dans la maison, puisque j'ai trois filles. Et chacune de mes filles a une pièce à elle. C'était leur chambre, à vrai dire. Dans ouais. cette chambre, j'en ai fait mon bureau, puisque mes filles ont quitté le nid. Et je suis vouée à garder ma maison dans l'état, parce que pour moi, c'est impossible d'enlever ces peintures. C'est ça, c'est une œuvre d'art en fait, tu la changes pas. Là, pour moi, c'est une œuvre d'art, oui, qui reste au mur, bien évidemment, que je ne Ah. pourrais pas prendre sous le bras. Mais pour moi, c'est une véritable œuvre d'art, oui. Hmm. Et alors, dans quelle région es-tu? Alors, je suis dans le nord-est. Je suis je réside au domaine de Bretagne. Alors, c'est un domaine, des bois, des étangs, des champs, des parcs, qui se trouve entre Lunéville et Baccarat. Oui, peut-être Parce qu'il y que a nos Baccarat, ce auditeurs n'est qui... pas que le nom d'un cristal, mais Oui, c'est c'est une vrai. ville dans Oui. laquelle est née cette usine de Baccarat qui fait des choses magnifiques. Euh, on va dire que je suis à une trentaine de kilomètres de Nancy, c'est le nord-est de la France. Oui, c'est un premier point commun entre nous. Oui, d'ailleurs, j'ai ce souvenir de notre rencontre à la terrasse d'un café, je crois qu'il y a presque 15 ans. Oui. Et c'est vrai qu'à cette époque, jamais je n'aurais imaginé me retrouver à échanger avec toi, même si je suis ton parcours depuis ce moment-là. Ouais. Très beau Ouais, parcours, ça me touche d'ailleurs. beaucoup que tu sois là et que tu aies accepté mon invitation, Christine. Euh, Ah, mais c'était un honneur pour moi, vraiment. et enfin voilà, on va pas parler tout de suite de ces sujets, mais je voudrais d'abord te présenter euh, parce que tu es une femme qui m'inspire beaucoup depuis que je te connais. Donc voilà, ça fait. On n'a pas retrouvé la date exacte, hein, mais si par rapport au depuis le Mais décès si, j'ai de regardé, papa, ça fait 15 ans. bah, papa est décédé en 2012, donc ça doit être à peu près là. C'était juste à ce moment-là, hein, puisque Ouais, tu venais d'enterrer ton papa. voilà, c'est ça. Donc on a dû se rencontrer en 2012. Euh, Donc, Christine Bertrand est une businesswoman, une vraie businesswoman, une vraie dirigeante. Vous allez le découvrir aussi dans son parcours. Et c'est une businesswoman, pour reprendre ses mots, qui avait oublié de vivre jusqu'en 2022, date à laquelle elle vit un accident, ou tu vis un accident, tu vas nous en parler, qui est un peu une période breakthrough, qui te permet une ouverture à autre chose et qui fait la femme que tu es aujourd'hui. Ta carrière professionnelle commence en 1989, où tu saisis une opportunité d'un ami de ton père à rejoindre un groupe d'intérim, alors que tu es à Rome en train de finir tes études. Tu te fais rapidement un nom dans ta région parce que tu saisis des opportunités de reprise d'entreprise, d'associations, plus ou moins porteuses d'ailleurs. Tu as eu tout type d'expérience. Tu vas certainement nous donner quelques exemples. En 2012, tu es élue présidente du MEDEF Meurthe-et-Moselle. Ton mandat est renouvelé en 2016. En 2018, tu es invitée à rejoindre le COMEX national du MEDEF. Et ta mission au sein du MEDEF, c'est vraiment de développer les compétences des dirigeants, de développer le faire pour un meilleur management et surtout pour la dignité des salariés. En 2021, tu as l'opportunité
faire la campagne pour être élu à la présidence de la CCI. Mais les choses ne se déroulent pas vraiment comme prévu. Tu es très fière de cette campagne parce que c'est une première pour toi, une vraie campagne électorale où tu dois aller chercher des fonds. Tu me disais que tu avais récolté près de 300 000 euros. Donc tu avais un vrai soutien. Et le 9 novembre 2021, les journalistes te félicitent déjà alors que les résultats ne sont pas encore publiés. Et le lendemain, quand les résultats tombent, finalement, tu n'es pas élu à la présidence. Et là, c'est un vrai tournant aussi, c'est peut-être aussi une nouvelle déception dans ta carrière. Et tu me disais, j'ai eu honte d'avoir perdu parce que quelque part, il y avait tellement de gens qui m'avaient soutenu que j'avais honte auprès d'eux. L'année d'après, donc en 2022, tu as cet accident qui est un breakthrough dans ton parcours, dans ta croissance intérieure, un accident qui te mobilise chez toi et qui te permet de t'ouvrir notamment à l'astrologie et qui te permet de développer d'autres talents, d'autres niveaux de conscience. Aujourd'hui, tu as plusieurs mandats de présidence d'entreprise, tu es toujours au conseil d'administration du MEDEF et tu développes ton activité de coaching de dirigeant. Et je me souviens aussi que tu m'avais dit, je suis d'une timidité maladive quand je dois me mettre à nu, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est juste toi que tu exposes. Et j'aimerais beaucoup, donc que dans notre conversation, et après je me tais, je te laisse la parole, j'aimerais beaucoup dans notre conversation qu'on puisse voir à quel point tu es devenue aujourd'hui cette femme dirigeante, leader de conscience, d'éveil, et que tu arrives enfin que tu apprends en fait à concilier un petit peu toutes ces facettes à travers lesquelles tu as évolué dans ce milieu professionnel. Les thématiques qu'on va aborder ensemble sont de trois. Cette notion du paradigme masculin du pouvoir par rapport à ces grands patrons d'avant que tu as connus et dont on va parler aujourd'hui, aussi leur rapport à l'argent, leur rapport au management. Ce que c'est d'être une femme de pouvoir au milieu des hommes de pouvoir et la relation entre les femmes de pouvoir. Et enfin, ce nouveau paradigme du pouvoir et du leadership spirituel pour changer les entreprises de l'intérieur. C'est parfait. C'est parfait, j'ai rien oublié. Est-ce que tu as des choses à ajouter et surtout par quoi Non, tu as envie qu'on commence? non, je n'ai absolument rien à rajouter. Tu as fait une rapide présentation, mais qui est tellement conforme. Et d'ailleurs, quand je t'écoute, ben, je serais presque fière de mon parcours, tu vois. Ben, j'espère. Qu'est-ce qui ferait que tu serais pas fière? Parce que je crois que nous, les femmes, on en veut toujours plus parce qu'on a toujours l'impression de ne pas en faire assez. Hmm, hmm. Est-ce que tu as envie qu'on creuse ça pour démarrer? Ce sentiment de jamais en faire Mais assez? oui, oui, parce que je pense très sérieusement aujourd'hui, et je le vois par rapport à ma carrière, c'est que j'ai toujours eu cette impression que pour égaler un homme, et je dois dire, parfois j'étais bien meilleure, il fallait que j'en fasse plus, plus Hmm, pour être au moins leur égal. hmm. Est-ce Et que tu dans aurais cette un vie exemple? professionnelle, mais oui, oui, par exemple, quand j'ai créé mon entreprise, alors je n'étais pas seule, hein, nous étions un groupe d'individus. Et dans ce groupe d'individus, il y avait bien évidemment deux majors qui détenaient la majorité des parts de l'entreprise. Et nous étions quatre autres personnes. J'étais la seule femme, trois autres hommes. Et quand j'ai démarré, ben, j'avais moins de salaire qu'eux. Voilà, je l'ai pas découvert tout de suite, hein, je l'ai découvert au fil de l'eau. Alors que j'avais de meilleurs résultats qu'eux, j'avais moins de salaire. Il a fallu que je tape du poing sur la table pour dire, mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas été embauchée au même niveau qu'eux. Ben, Hmm, c'était une évidence. J'étais une femme. Voilà. hmm. Et oui, et à propos d'évidence, dans notre entretien de préparation, tu m'avais dit aussi souvent, t'avais besoin de rappeler que t'étais là et que t'étais une femme, parce que t'étais considérée finalement comme les hommes. Et on te disait, mais toi, c'est pas pareil. C'est vrai, je l'ai entendu très souvent de la bouche de mon papa d'ailleurs, qui Hmm, est un monsieur extrêmement misogyne.
Mais quand je lui dis, mais papa, t'as une fille, mais t'as aussi six petites filles. Ouais, mais vous, c'est pas pareil. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je suis, à vrai dire, pour lui. Et alors, euh, raconte-nous en fait comment comment t'as dû t'adapter à ce milieu d'homme de pouvoir pour faire ta place. Mais je pense que j'avais été fabriquée. Euh, Hein, tu l'as souligné tout à l'heure, j'ai fait de l'astrologie, donc j'ai eu l'occasion, avant tout, d'étudier mon thème. Et donc, dans ma maison 1, j'avais le bagage pour faire, à vrai dire. mm, C'est-à-dire qu'on m'a dit bonjour jeune homme jusqu'à très longtemps. Et donc, je me comportais comme un garçon, à vrai dire, comme un homme. mm, Donc, pour mm, moi, ça a été extrêmement simple de pénétrer ce milieu d'hommes parce que je me suis jamais sentie femme à côté d'eux. Jamais. mm. Donc pour moi, j'étais leur égal. Et donc j'ai réussi à faire cette place aussi. Alors c'est pour ça qu'il a fallu que je joue des coudes, parce qu'ils m'ont pas fait la révérence comme si j'étais une femme, quoi. Voilà. Ils n'ont pas pris de gants, à vrai dire. Et attends, genre ça m'arrive souvent, j'oublie, tu sais, ça va trop vite dans ma tête, j'oublie ce que je veux dire. Un peu comme Euh, toi. euh, donc oui, tu prends ta place parce qu'en fait, tu ne te poses pas la question. Et quand est-ce que tu commences à te rendre compte finalement, peut-être des stéréotypes, peut-être du sexisme, peut-être des différences en fait, ou du fait que toi, tu as un leadership différent, ou que tu aimerais incarner autre chose. Comment ça se passe? Comment tu en prends conscience de tout ça? Alors, tu vois, je vais dire que j'en prends conscience, j'en prends même pas conscience parce que c'est tellement naturel chez moi. J'ai été élevée avec deux frères, donc moi, le milieu masculin, je connais bien. Mes parents m'avaient inscrite à la danse, mon Dieu, quelle horreur, avec un tutu et tout ce qui s'ensuit. Très vite, je leur ai demandé d'arrêter et de m'inscrire avec mes frères au judo. Donc, j'ai toujours, aussi loin que je m'en rappelle, mon fan club et mon club d'amis, c'était 98% d'hommes Hmm. où les femmes qui étaient à mes côtés, c'était pareil, des femmes hommes. Donc, Hmm. je n'ai pas eu besoin de m'adapter, j'étais dedans. Par contre, la réalité m'a quand même rattrapée assez vite. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où, enfin, dans le mien, à l'époque, les choses changent quand même, hein. Les hommes prennent beaucoup plus part à la fois aux tâches ménagères, mais surtout pour élever les enfants. Mhm. Mais à mon époque, c'était réservé gentiment à la femme. Et Hmm. donc, quand je commence à prendre mon envol et où je suis amenée à faire énormément de déplacements, là, je me rends compte brutalement que je suis non seulement une femme, mais surtout une mère. Et Hmm. je n'ai pas, comme toutes les autres mamans, cette opportunité, cette facilité par rapport aux missions que j'ai, de pouvoir aller chercher mes filles à l'école, de pouvoir les emmener, puisque Hmm. moi, je travaille, on va dire, comme une dingue, quoi. Aujourd'hui, Hmm. avec la réflexion, c'était du n'importe quoi. Mais je partais de chez moi le dimanche soir ou le lundi matin très tôt, et je rentrais chez moi le vendredi soir et le samedi matin. Si bien que, bon, voilà, j'étais fatiguée, j'étais KO. D'ailleurs, très souvent, j'étais invitée le samedi soir. Je peux vous dire que je connais toutes les banquettes de chez mes copains, quoi. Parce que Hmm. en plein milieu de la soirée, j'étais tellement fatiguée que je m'endormais, quoi. Et donc, Hmm. je n'ai pas vécu l'enfance de mes filles. Je leur ai demandé pardon, d'ailleurs, un jour où j'étais invitée le 8 mars à la Journée de la femme, publiquement à la télé, je leur ai demandé pardon. Et mes filles sont extraordinaires parce qu'elles m'ont dit, mais maman, si c'était à refaire, on ne voudrait pas une autre maman que toi, parce que bien évidemment, tu n'étais peut-être pas assez présente, c'est une évidence, mais tu nous as tellement apporté en termes de ne jamais se laisser faire et de ne jamais baisser les bras. Donc nous, aujourd'hui, on est fiers de notre maman. Voilà. Alors je Hmm. me rattrape, hein, parce que maintenant j'ai des petits-enfants, et là, avec ma nouvelle vie, je prends le temps. En fin de compte, j'ai vraiment travaillé aujourd'hui et il était temps sur mon équilibre vie privée, vie professionnelle. Et je vais chercher mes petits-fils le mardi soir à l'école. Je les emmène à la piscine. Je les garde le mercredi. Voilà. J'ai Hmm. organisé ma semaine de travail et de vie privée et j'en suis extrêmement fière parce que je ne pensais pas que j'en étais capable, à vrai dire. Ouais.
Et donc tes petits-fils auront aussi le modèle de la femme et de la grand-mère que tu es, engagée. Je l'espère, je l'espère. Mais bon, c'est vrai que c'est magnifique hein, de savoir conjuguer les deux parce que on se nourrit. Et moi, j'étais une chaise bancale à trois pattes, quoi. Ouais. Oui, et donc comme beaucoup, enfin, moi, même si on n'est pas de la même génération, mais je me reconnais beaucoup aussi dans ce que tu dis je ne me rendais pas compte qu'en fait j'étais une femme au milieu des hommes. Pour moi, tout était normal. Et c'est la maternité qui m'a fait prendre conscience de toutes les différences et surtout de toutes les inégalités et des injustices dans la société. Mais alors, Oui, je vois par exemple, pardon, main- Lynn. non, j'allais dire maintenant que ces messieurs ont mis l'IVG dans la Constitution, ils ont l'impression de nous avoir sauvés. Oui, là, c'est le Saint Graal hein, qu'ils nous ont donné. Voilà, là, voilà, on va en entendre parler pendant 40 ans. Euh, donc, Non, cette même si prise de c'est une conscience. très bonne nouvelle, hein. Évidemment, ah mais évidemment, ça, c'est normal, en fait. Mais ce n'est pas suffisant pour le futur. Parce que Non. je crois que régulièrement, c'est quelque chose qui me fait peur, enfin, du moins qui m'interpelle au plus profond, vraiment dans mes, excusez-moi d'utiliser cette expression, mais au fond de mes tripes, parfois j'ai peur parce que j'ai cette impression que nous, les femmes, nous sommes au-dessus de la crête et nous avons cette possibilité soit de rebasculer en arrière, soit de réussir à aller plus loin. Mm, mm. Mais rien n'est gagné. Alors, Oui, je ne bon, suis pas une féministe mm, forcenée, hein, mais c'est vrai que parfois, il y a des propos qui m'interpellent. mm. Oui, puis la définition du féminisme, je trouve, n'est pas très claire. Mm. Mm. Euh, Donc pour revenir sur ce paradigme masculin du pouvoir et les grands patrons d'avant, tu m'as beaucoup parlé de ça quand on a fait notre entretien. Est-ce que tu aimerais nous dire qui étaient ces grands patrons d'avant par rapport à ces hommes de pouvoir que tu as connus? Alors, oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai eu cette immense chance, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, hein. Beaucoup ne sont bien évidemment plus en activité, mais beaucoup aujourd'hui sont décédés. Et je pense à deux personnes que j'ai rencontrées qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont vraiment aidé à la fois à être élue à la présidence du MEDEF, c'est-à-dire qui croyaient aux femmes et aux femmes de sagesse, je pense, Mm, et qui avaient un regard sur l'entreprise et surtout vis-à-vis de leurs salariés, de leurs collaborateurs. Et je pense à deux personnes qui ont marqué ma vie, c'est Monsieur Bernard Guerrier de Dumas et Monsieur Labbé. mm, C'était deux maîtres, deux grands patrons hein, de l'industrie, un qui avait été chez Pont-à-Mousson et l'autre qui était un grand maître de forge. Et c'est des gens qui ont marqué leur histoire. Et pour moi, ce sont des modèles parce que j'aimerais beaucoup marquer l'histoire aussi. Alors, très humblement, parce qu'eux n'ont pas fait les choses pour marquer l'histoire, ils ont fait les choses parce qu'ils avaient ça en eux, ils avaient envie d'avancer euh, par rapport à leur époque, par rapport au regard qu'on pouvait poser sur l'entreprise. Et par exemple, Monsieur Guerrier-Dumas, c'est quelqu'un alors qui était au MEDEF, hein, qui a laissé une grande marque au MEDEF, mais qui a également, et je sais que ça va te parler, Ombline, il a créé une société dont j'ai été la présidente pendant quelques années. Ensuite, j'ai fait évoluer l'entreprise en fusion-acquisition, mhm, mais c'est le logement, c'est-à-dire mm. loger dignement les collaborateurs. Et comme ton grand-père, ils sont à Mm. l'origine du 1% logement Ouais. parce qu'il était impensable que quelqu'un qui travaille, et travaille dur, hein, parce qu'on sait que l'industrie, c'est pas une cour de récréation, mais que ces gens qui travaillaient dur et qui gagnaient pas forcément énormément d'argent puissent se loger, eux et leurs familles, dignement. Et ces gens-là sont à l'origine de l'histoire du logement social. Oui, exactement. Et je me souviens d'un jour où j'interviewais mon grand-père. C'est peut-être le premier invité du podcast Vérité, mon grand-père. Et je n'ai pas retrouvé cet enregistrement, malheureusement, c'était il y a plusieurs années, et où il me racontait combien de logements sociaux il avait bâti en France. Je crois que c'était de l'ordre de 200 ou 300 000, c'était incroyable. Et effectivement, le jour de son enterrement, il y a eu un discours en son honneur dans lequel j'ai découvert que la vraie mission de mon grand-père, c'était la dignité
des personnes les plus défavorisées en faisant construire des logements sociaux confortables, voilà, avec le minimum de sécurité et de confort. C'était Et des grands j'ai bâtisseurs, hein, ces C'était hommes. des bâtisseurs, exactement. C'était des bâtisseurs. Et il est resté à la présidence donc de Batigère jusqu'à ses 90 ans. Euh, donc voilà, oui, en fait, c'était des hommes qui étaient engagés. C'était des hommes qui pensaient. Enfin, qu'il n'y avait pas. Il y avait évidemment cette. Je pense, hein, après, c'est ma perception de femme de 43 ans. Il y avait cette recherche quand même de profitabilité, de rentabilité, de croissance financière, mais il y avait aussi le facteur humain. C'est tout à fait ça, Ambline, hein. Attention, il ne faut pas oublier que c'était des grands hommes d'affaires, hein, et Oui. qui ont bien mené leur barque, qui ne confondaient pas chiffre d'affaires et résultats, hein, et ils avaient des objectifs qui étaient très ambitieux pour leurs entreprises, mais à côté de ça, ils étaient profondément humains, mais en même temps aussi une certaine intelligence. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bien logé sera en forme pour aller travailler. Mhm. Parce qu'il n'aura pas de soucis par rapport à ce logement. Et comme il sera en forme, il y aura moins d'accidents. Donc, Mhm. ils étaient visionnaires, ils étaient humains, mais aussi des grands patrons de navires, quoi, tout simplement, hein. Et l'un va très bien avec l'autre. On peut aimer les profits, mais rester extrêmement bien droit dans ses bottes, hein, Oui. Oui. Alors après, là où je mettrais un bémol, c'est que à cette époque, dans ces générations, il n'y avait pas la conscience du vivant. Euh, sûrement. voilà. Donc ce sont effectivement des grands patrons qui ont bâti des empires, mais ce sont aussi pour certains des empires qui ont fait du mal. Qui ont fait du mal à la planète, qui ont fait du mal aux vivants. Parce qu'il y avait pas cette conscience-là qu'on peut avoir aujourd'hui. Je Donc suis aujourd'hui, tout à on fait a... d'accord avec toi. Hmm, Ils l'ont fait, ils l'ont fait. Ils avaient conscience de faire du bien parce qu'ils avaient l'humain en face d'eux. hmm, Par contre, bien évidemment, à l'époque, on ne parlait pas de préservation de la planète, on n'avait pas hmm, cette conscience d'abîmer notre planète. hmm. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on puisse leur reprocher. Ils avaient une dimension humaine, mais peut-être pas une dimension écologique Oui, c'est ça. Puis ça montre bien l'évolution de conscience euh, qui est de nécessaire l'être pour, humain, pour, pour changer les choses. Voilà. Ouais. bien évidemment. Et alors, qu'est-ce qui t'inspire dans ces grands dirigeants? Qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce qui a inspiré ton parcours à toi? Alors, tu vois, quand j'ai eu cette chance d'avoir été repérée par un ami de mon père par rapport à l'intérim, euh, pour moi, ça a été une véritable révélation parce que j'aime l'argent. Voilà, je le dis très clairement, l'argent fait partie de l'écosystème et j'aime bien vivre et je suis une compétitrice. À côté de ça, la négociation, hein, je le dis, j'aime bien négocier, j'aime bien gagner. Même si j'ai pas toujours gagné, l'échec fait partie aussi des, de la De la vie réussite, ouais. et de la réussite, oui, bien évidemment, et en même temps l'être humain. Et donc, dans l'intérim, j'ai pu concilier les trois éléments que j'aime par-dessus tout. Et ça m'a énormément nourri. Hmm. Parce Oui, que parce que j'ai... l'humain, Vas-y, vas-y. pour moi, quand on dit le capital humain, c'est un Hmm. mot qu'il ne faut pas galvauder. Parce que c'est vrai. L'humain est au cœur de tout. Il est au cœur du monde, il est au cœur de l'entreprise. Et on peut avoir les meilleurs process. Si on n'a pas les bons collaborateurs, une entreprise ne fonctionne pas. Parce que pour moi, une entreprise sans salariés, c'est pas une entreprise. Hmm. Hmm. Oui, et il y a un mot qui revient souvent quand tu t'exprimes, c'est la notion d'évoluer. Donc, Oui, parce cette, qu'on cette doit tous évolution, évoluer. ouais, cette quête d'évolution, aussi bien l'évolution des systèmes, de la société, des organisations, mais aussi de l'humain. Est-ce Mais que... parce que je pense que nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Hmm, Nous devons évoluer. hmm, C'est une question de survie pour moi aujourd'hui, hein. Survie pour la planète, mais survie aussi pour l'être humain, de ce fait. hmm. Les Et, consciences doivent absolument s'éveiller. Et je pense que c'est une des missions que j'ai, au même titre que toi, Ombline, à travers tes podcasts,
Tu as au fond de toi cette envie de faire évoluer la race humaine, de faire évoluer notre façon de voir les choses et de notre façon de vivre aujourd'hui sur cette planète. Mm. Tout à fait, tout à fait. Euh, qu'est-ce que... Alors, on a quand même un auditoire à majorité féminine sur le podcast. Euh, Tu disais tout à l'heure le milieu de la danse, je suis partie en courant parce que c'était peut-être trop connoté féminin. Mais quelle est aujourd'hui, après avoir été vraiment une femme de pouvoir au milieu des hommes de pouvoir, comment a évolué ton lien de sororité? Alors, j'ai envie de dire, mesdames, soyez féminines, assumez votre féminité, assumez votre différence, parce qu'une femme, c'est beau. Une femme qui se prend pour un homme, c'est un peu dommage, parce qu'elle bride tout ce potentiel qu'elle a en elle. Et je crois que c'est ce potentiel féminin qui va changer le monde. Moi, je voudrais juste un exemple, hein, et ce sont les statistiques, hein, je n'invente rien, mais aujourd'hui, une entreprise qui est gérée par une femme a plus de chances, alors une fois qu'elle a passé bien évidemment le cap des 4 ans, Mhm. a plus de chances de générer beaucoup plus de profits qu'une entreprise gérée par des hommes. Elle a beaucoup moins de turnover parce qu'elle va avoir une autre façon de s'exprimer, de faire attention à ses collaborateurs. Mm. Mm. Donc voilà, il faut absolument assumer son féminin. Moi, aujourd'hui, je le fais, hein, à 60 ans, ça y est, j'ai compris que j'avais une chance inouïe d'être une femme. Même si je me prenais pour un garçon, quelque part, j'ai jamais voulu être un garçon, hein. Moi, être une femme m'a toujours bien convenu, hein. Parce que Mm. je trouve Oui, que parce puis parfois, tu es c'est plus simple. féminine. Physiquement, tu es féminine. Oui, alors là, heureusement, hein, parce que je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire, ma lune en Sagittaire, donc j'ai tout du masculin. Donc heureusement que j'ai un visage à peu près féminin, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à l'âge de 20 ans, on m'a dit bonjour jeune homme, hein. Ouais, ouais. Et puis j'imagine qu'être une femme féminine au milieu des hommes de pouvoir, Allez, ça, on va pas se parfois, ça a mentir. des avantages. Parfois. Je pense qu'il faut être raisonnable et il faut être honnête. Mm. Bien sûr que d'être une femme, d'être, on va dire, je vais me permettre, plutôt jolie, Mm. ben, bien sûr que ça aide au milieu des hommes. Mm. Voilà. Parce qu'ils ne nous voient pas arriver, quoi, hein. Ils nous pensent fragiles. Et donc, Mm. voilà, parfois, ils nous laissent la chaise, hein. Eh ben, Mm. moi, je l'ai agrippée à très nombreuses reprises, sans la redonner, par contre. Et tu me disais aussi que tu étais souvent la seule femme au milieu des hommes. Oui, oui. Ah oui, Aussi tout à parce fait. que, aussi parce que bah, les femmes de pouvoir font en sorte de rester seules. Bien évidemment, parce que ça leur plaît. Et ça, je l'ai Ouais. vu, mais je l'ai constaté à de nombreuses reprises. Moi, quand j'ai démarré ma carrière professionnelle, alors quand je suis montée dans les strates, hein, parce que sinon, dans l'intérim, quand on est entre guillemets en bas, c'est 98% de femmes. Mais plus on monte, et Mm. moins il y a de femmes. Et quand moi, j'ai été patron de cette entreprise et que j'allais à la négociation des grands comptes, j'étais la seule femme, hein. Bon, ensuite, d'autres sont venus me rejoindre. Mais moi, ce que j'ai pu constater quand j'étais dans des milieux d'hommes où il y avait peu de femmes, c'est que ces femmes n'avaient pas envie de laisser la place, elles n'avaient pas envie d'ouvrir la voie à d'autres, Mm. parce que c'était, je pense, hein, extrêmement confortable. Et c'est quelque Mm. chose que je n'ai pas compris, parce que moi, j'ai pas ça en moi. Je suis plutôt quelqu'un qui ouvre la voie. Et Mm. aujourd'hui, alors que j'étais plutôt dans des milieux extrêmement masculins, je me retrouve aujourd'hui, à contrario, dans des milieux extrêmement féminins. Mm. Et l'aide que j'ai envie d'apporter, cette aide, elle va vers les femmes. Mm. Et ce que je peux reprocher, hein, les hommes, quand ils ont des clubs d'hommes, ils se tapent dans le dos, ils sont sympas, ils se donnent des adresses. Il n'y a pas de concurrence masculine. Bon, même si chacun a envie de faire marcher son entreprise. Oui, quand Mais même, quand on oui. est dans des clubs de femmes, les femmes sont pas sympas entre elles. D'ailleurs, un jour, je me rappelle, bah, le même jour où j'ai pu parler de mes filles, lors de cette émission du 8 mars, j'ai dit le plus grand ennemi de la femme, c'est la femme. Oui. C'est la femme par rapport à elle-même, où elle se met un plafond de verre toute seule au-dessus de la tête, parce que c'est jamais bien, c'est jamais assez, c'est jamais le moment. J'ai jamais assez de compétences pour faire quand on me propose quelque chose. Et puis les femmes entre elles qui n'ont pas cette entraide que les hommes peuvent avoir développée. Et ça, je trouve extrêmement dommage. Et je Mm. trouve aujourd'hui qu'il faut de plus en plus de femmes qui aident les autres femmes. Mm. De voir quelqu'un d'autre réussir et parfois réussir mieux que soi, mais quelque part, c'est une victoire en fin de compte. Ça veut dire qu'on a été un bon guide.
Oui, et puis il Et faut que des régulièrement, modèles. il faut laisser la place. C'est Mm. tout. Tout à fait. Et il faut des modèles pour qu'on se sente en sécurité dans notre évolution. Bien Parce qu'en sûr. fait, je pense que c'est aussi ça, c'est que depuis des générations, les femmes choisissent de rester dans l'ombre pour leur sécurité. Tu as tout à fait raison. C'est quelque chose que je n'avais pas compris, moi, jusqu'à présent. Mm. Et le fait d'être dans l'ombre, c'est de pouvoir agir à leur guise, à notre guise. Et c'est vrai que dès qu'on est révélé à la lumière, et je l'ai vécu, hein, j'ai pris des coups et pas des moindres, eh ben là, on prend des coups et parfois, c'est difficile de s'en relever, hein, Mm. parce qu'ils sont pas tendres, hein, quand on arrive dans leur plate-bande, hein, certains messieurs. Oui, et puis même les femmes, hein, comme tu le disais tout à l'heure, Bah, personne même n'est les tendre. femmes, personne n'est tendre. Quand on arrive vraiment en haut, entre guillemets, de la pyramide, hein, si je peux m'exprimer ainsi, on a l'impression que les places sont chères. Donc, moins il y a de personnes et mieux c'est. Donc, c'est des crocs en jambes. Mm. Alors, Et moi, c'est un milieu qui m'intéresse plus, hein, plus du tout. oui, c'est ça. Puis je pense qu'on est. Enfin, je pense qu'on. En tout cas, j'ai envie de croire que le paradigme a déjà changé. Pas Moi partout. aussi, je le crois. Pas partout, il y a des milieux qui sont encore restés très masculins, mais je pense que les femmes ont commencé à prendre leur place et toute leur place. Et je crois que celles qui réussissent le mieux, c'est pas celles qui jouent des coudes et Mm, boxent dans l'arène, ou du moins sur le ring de boxe, mais celles mm, qui avancent gentiment, sereinement, avec toute leur féminité et toute leur force. mm. Ce sont elles qui réussissent aujourd'hui. Oui. Et je crois que quand une femme réussit, c'est parce que elle a décidé du sens qu'elle mettait à sa réussite. Bien sûr. Tout à fait. Elle a beaucoup plus de conscience, celles qui réussissent aujourd'hui. Alors, bien évidemment, je ne vais pas mettre toutes les femmes dans le même sac, mais dans toute cette nouvelle génération, euh, elles ont pris conscience qu'à la fois, elles devaient être femmes dans toute leur puissance, mais également dans tout leur calme et leur sérénité. Mm, Elles ne doivent pas copier les hommes, elles le savent. mm. Parce que euh, tout à l'heure, tu disais, puis bon, ça se sait, hein, que plus on monte dans les échelons de la hiérarchie et de la réussite patriarcale, on va dire, Mhm. moins il y a de femmes, que bah, il y a tout voilà, toute cette tendance de forcer la mixité dans les conseils d'administration, etc. Mais je pense qu'on est d'accord, toi et moi, pour dire que les femmes intérieurement ne sont pas forcément prêtes à s'exposer, à prendre du leadership, à affirmer leur message et leur vision du monde. Mais tu as tout à fait raison. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que moi, quand je cherchais des femmes, alors femmes chefs d'entreprise, hein, puisque j'évoluais dans ce milieu, j'avais énormément de mal. Et quand je les appelais, je leur dis, mais si, c'est une place pour vous, il faut prendre les places. Et ben, elles Mm, me disaient non. Oh non, non, c'est trop compliqué. Moi, je préfère vivre ma petite vie dans mon mm, coin. Je suis bien plus au calme, je suis moins exposée mm. et ça me convient plus. Donc, j'avais beaucoup de mal à trouver des femmes qui avaient envie d'aller catcher sur le ring de boxe avec les hommes, hein. Oui, Je parce ne que trouvais la pas. réussite, parce que pour réussir, il fallait aller sur le ring. C'est ça. Et Ouais, moi, les femmes que j'avais autour de moi, elles n'avaient pas envie. Alors, bien sûr. elles me disaient, moi, je t'admire, je ne sais pas comment tu fais, mais je dis, mais venez avec moi, je vous ouvre les portes. Mm, Je serai à vos côtés. Et non, j'avais beaucoup de mal à trouver. Beaucoup, beaucoup de mal. mm. Et au MEDEF, il y a un réseau féminin, femmes Oui, Du MEDEF. les femmes du MEDEF, on l'a créé à l'époque, donc en 2018, avec Geoffroy Roux de Bézieux. Mm, Dominique Carlac en est la présidente, mais là aussi, je devrais peut-être pas le dire, c'est pas bien. On verra qui regarde le podcast. Mais j'ai été extrêmement déçue, quoi, parce que j'ai pas vu d'entraide. Mais alors pas du tout, du tout. mm, mm. Il y a un Voilà, je crée vrai. le club, je suis contente, euh, mais il n'y a pas vraiment d'entraide. Enfin, Mm, moi, à mon époque, hein, puisque aujourd'hui, j'y suis plus trop, même si je suis toujours femme du MEDEF, je n'ai pas vu cette entraide. J'ai vu des grandes dames, des femmes pour qui j'avais un respect immense et une immense admiration, mais je n'ai pas trouvé
cette volonté d'aider les autres, d'aider Mhm. les autres femmes à percer. Je ne l'ai pas vu du tout, mais alors absolument pas. Et pourquoi, d'après toi, qu'est-ce qui leur manquerait comme ressource intérieure? Mais parce que je trouve que, alors, je pense et je l'espère vraiment ardemment que c'est différent avec la nouvelle génération. Mais dans ma génération, les femmes sont pas prêtes à aider les autres parce qu'elles veulent leur place. Et comme elles vieillissent, elles veulent surtout pas que les petites jeunes arrivent, hein. Hmm. Hmm. Oui, et alors moi, de ma perception, je pense que, premièrement, alors pour celles, bref, il y a peut-être une non-permission à réussir. Et pour celles qui se sont autorisées à réussir, mais selon les codes du patriarcat, elles n'osent pas réussir au service de leurs vraies valeurs. Parce Qu'est-ce que qu'elles ont tu en oublié leur penses? côté féminin. Et c'est pas parce qu'elles mettent des robes, des bijoux et tout ça qu'elles sont féminines au fond d'elles. En fin de compte, elles réagissent comme des hommes. Hmm. Et donc, c'est quoi la différence entre réagir Et comme pour un moi, homme et réagir autrement, on va dire? parce que la femme, derrière la femme, il y a celle qui donne la vie pour moi. Donc il y a Hmm. la mère. La mère, elle protège, elle donne, elle offre. Et ces femmes, elles ont oublié carrément leur féminité, donc elles ont carrément oublié leur rôle de protection, de donner la vie. Et quand je parle de donner la vie, hein, c'est cette image où je me dis, bah voilà, moi j'aide d'autres femmes à aller de l'avant. Et quelque part, je suis dans mon rôle, Hmm. je suis dans Bien ma sûr, fonction vitale, tout simplement. bien sûr. Je donne naissance, et je le dis de manière très humble, hein, mais je donne naissance à d'autres femmes qui vont développer d'autres choses et qui iront encore plus loin que moi j'ai pu aller. Oui, et puis je dis souvent aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent ou qui se victimisent du patriarcat, mais je rappelle aussi que si le patriarcat existe, c'est parce que les femmes ont accepté ça aussi. Accepte, bien Parce que sûr. ces hommes de pouvoir, Alors, ils ont des mères, des grands-mères, des tantes, des sœurs, etc. Et donc il y a eu une censure aussi. Elles se sont censurées pour laisser l'homme prendre le pouvoir. Ça me rappelle aussi. Alors, alors, je ne sais pas, Evelyne, je ne ouais, suis pas sûre qu'elle se soit laissée censurer. Je pense que ça date de très très longtemps. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu les Amazones, hein. Celles-là, elles ne se laissaient pas censurer, mais elles n'ont peut-être pas bien utilisé le pouvoir. Elles n'ont pris que le pouvoir de la guerre. Et ensuite, euh, les hommes ont repris ce pouvoir et ne l'ont plus jamais laissé aux femmes. Parce que ouais. les femmes qui ont voulu prendre le pouvoir, elles sont souvent très mal terminées, hein. Est-ce que tu as lu ce livre de Valérie Colin-Simard, Féminin, masculin, la grande réconciliation? Alors, je connais le titre, mais j'ai honte, je ne l'ai pas lu. Je vais Et le non, mais il n'y a faire, hein, pas puisque de, tu il vas y a me pas de redonner honte. aussi. Il n'y a pas de honte. Ce livre a été pour moi une révélation. Alors, bon, il y a évidemment cette théorie du matriarcat pendant 30 000 ans et du patriarcat pendant 5 000 ans est remis en cause à certains endroits, mais peu importe. Moi, ce qui m'a touchée, c'est que quand j'ai lu l'histoire du matriarcat et du patriarcat, je me suis sentie concernée par les deux. C'est-à-dire que Valérie, dans son livre, explique que pendant 30 000 ans, on a été dans une ère matriarcale et en fait que les femmes étaient des déesses, qu'elles n'avaient au départ même pas conscience, donc elles vivaient entre elles, l'homme n'existait pas, l'homme est arrivé, mais on ne savait même pas qu'il était utile dans la procréation des enfants. Donc quand on a découvert ça, bah, il servait simplement à faire un enfant et quand la déesse était enceinte, l'homme était tué. Jusqu'à un moment où il y a eu le développement de l'agriculture, des terres, et où on a utilisé l'homme pour sa force physique. Et peu à peu, il s'est rendu compte en fait qu'il était esclave de la femme. Donc il y a eu une rébellion qui s'est opérée en quelques centaines d'années, donc ce qui est quand même assez rapide par rapport à 30 000 ans. Et en quelques centaines d'années, la femme est passée du statut de déesse à, à, à simplement réceptacle de la semence de l'homme. Et, euh, Mm.
Et ça m'a profondément touchée quand j'ai lu cette histoire, peu importe que ça soit vraiment ce qui s'est passé ou pas, parce que je me suis rendu compte que j'avais ces mémoires d'humiliation aussi bien du féminin que du masculin. Et j'ai l'impression, en tout cas moi, dans ma petite perception et dans les conversations que je peux avoir et les accompagnements que je peux faire, que cette mémoire d'humiliation est présente autant chez les hommes que chez les femmes. Et comme si on avait peur, tu vois, de retomber là-dedans. Mais tu sais, on parle souvent de réconcilier le masculin et le féminin. Cette Oui. phrase, on la lit régulièrement. Alors peut-être que ça vient de là, à vrai dire. Et de toutes les façons, un homme et... Moi, je ne suis pas en guerre contre les hommes, hein, attention, loin de là, hein. Euh, mais je crois qu'il faut qu'on réapprenne à vivre ensemble et de manière harmonieuse, à vrai dire. Mais je Oui, crois que la jeune génération, elle est dans cet état d'esprit. je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah Il écoute, tu y vois, a... moi, j'ai des enfants, mon aîné a 34 ans, et quand je vois ses amis, bah écoute, moi, je suis épatée par ces jeunes hommes qui, en fin de compte, jouent leur rôle, mais leur rôle, pas que le rôle masculin, c'est-à-dire que même s'ils ont ce rôle protecteur vis-à-vis de leur famille, mais ils savent, ils s'occupent des enfants aussi Mhm, bien que les femmes, même mhm, parfois mieux, et ils mhm. prennent leur rôle. euh, Vraiment très au sérieux, hein, et ils sont très respectueux. Il y a vraiment cet équilibre entre l'homme et la femme dans ces nouveaux couples. Et moi, je suis en admiration. Et je trouve que, voilà, moi, je suis rassurée par rapport à ce que je vois. Mhm. Oui, bien sûr qu'il y a, Et il y a, il y a- enchantée, il y a- même. il y C'est a pas un rassurée, je changement. suis Ouais, enchantée. ouais, tout à fait. Et même dans les enfants, donc moi j'ai un garçon de 8 ans et je vois que il porte aussi bien ce féminin que ce masculin. Donc, mais ce que je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur ces femmes. Euh, Tu disais on porte la vie et ça fait référence à l'épisode que j'ai fait avec Annabelle Brouran qui a fondé l'association Hope qui accompagne par l'équithérapie notamment des femmes en parcours de soins atteintes de cancer. Et dans l'interview, à un moment, je lui pose des questions pour savoir vraiment qu'est-ce qui la motive et qu'est-ce qui fait qu'elle est autant engagée et qu'elle donne tout à son association. Et en fait, elle dit ça. Elle dit, mais finalement, soutenir une femme dans sa guérison, bah, c'est finalement soutenir le berceau de la vie. C'est la guérison du vivant, en fait, au sein de chaque femme. C'est très beau, mais c'est tellement vrai. Si tu savais, moi, j'ai fait des études d'astrologie, comme tu l'as souligné tout à l'heure, après ce fameux accident qui m'a cloué chez moi. Et là, mais ça a été une révélation pour moi. Et toutes ces femmes que j'ai pu avoir en consultation, eh bien, c'était le féminin blessé à chaque fois. Mhm, mhm, mhm. Bah, il y a les C'était deux, oui, il y vraiment a le masculin et reprendre le féminin blessé, quoi. confiance. Mhm. Oui, mais j'ai eu beaucoup plus de femmes. À vrai dire, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à m'intéresser à des femmes, tu vois, contrairement à ma première partie de vie où je n'avais que des hommes autour de moi. Mhm. Là, inconsciemment, hein, je ne peux pas dire pourquoi, mais j'avais vraiment envie d'être en contact avec des femmes. Et je suis très heureuse parce que j'ai eu tellement de témoignages de gratitude par rapport Mhm. à ce que j'avais pu leur emmener. Et là, je me suis dit, mais je suis sur la bonne voie, quoi. C'est là Mhm. ma place aujourd'hui. Mhm. Mhm. Tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a le masculin blessé, on le porte aussi nous en tant que femmes. Sûrement. Et donc, et tu vois, je remarque aussi, récemment, j'étais à un événement et j'ai pu observer que j'étais à un événement où il y avait une majorité d'hommes. Et en fait, c'est la première fois que je retournais un peu dans cet environnement depuis que j'avais changé de carrière. Et c'est marrant parce que j'ai eu conscience, si tu veux, de cette crainte des hommes face à l'éveil de la puissance féminine. Ça, c'est une évidence. Et notamment, alors, je le redis, pas dans la jeune génération, mais dans des gens qui sont de ta génération et de la mienne, Oui, mais il y a une peur du féminin, une peur de la femme. C'est pour oui, ça qu'on leur ferme les portes. Et je ouais. peux t'assurer que le nombre de fois où j'ai pu entendre, bonté divine, mais quelle saleté cette histoire de quota,
mm, Parce que quand on doit créer des équipes, à chaque fois, je leur dis, mais attention, vous m'avez pas donné de nom de femme. Oui, ben, moi, j'ai pas de femme. Moi, j'ai pas de femme. Donc, vois avec les autres pour que ce soit les autres qui ramènent les femmes dans mm, l'équipe. Parce qu'en fin de compte, mm, personne n'a envie de laisser la place, hein. Et ils n'en veulent pas. Mais mm, je le redis, je pense que dans la nouvelle génération, dans les nouvelles générations, c'est pas pareil. mm, Vraiment, moi, je suis rassurée par rapport au futur qu'on se prépare. Ils sont beaucoup plus intelligents. mm. Ouais. Mais tu vois, j'ai eu l'opportunité, et probablement que toi aussi, d'accompagner des hommes dirigeants. Euh, et en fait, ils ont besoin d'être soutenus dans l'éveil de la puissance féminine. Parce que, Ben, parce qu'on... parce qu'ils ont peur du regard de l'autre, en fin de Ouais, compte. Ils ont ouais, peur de plus faire partie de la même caste. Et c'est ouais. pour cette raison, et je le vois aussi, moi, par rapport aux chefs d'entreprise que je peux accompagner, parce qu'on a demandé aussi à l'homme d'être le mâle, celui qui endosse tout, celui qui est fort. Et donc, Mm, on a parfois empêché l'homme d'avoir aussi un état de faiblesse dans mm, lequel on se ressource aussi quand on a cet état de faiblesse. C'est aussi un moment pour se ressourcer. Et non, mm, à ces hommes, on leur a demandé toujours d'être durs, d'être féroces. Et c'est compliqué aujourd'hui de se laisser aller pour eux, hein. mm. Sauf qu'ils ont un manque, hein. Enfin, moi, c'est ce que je Bien constate sûr, aujourd'hui dans mon situation. bien sûr, il y a un manque. Et en fait, enfin, depuis tout à l'heure, il y a un mot, il y a une énergie qui est là et qu'on n'a pas encore nommée. Ce manque, c'est l'amour. J'allais le dire, oui. Mais l'amour pour eux, tout simplement, hein. Oui, oui. C'est l'amour. Et nous, enfin, tu faisais référence à la maternité tout à l'heure. En fait, c'est la maternité, c'est ça. C'est cette connexion à l'amour, cette connexion à cet amour qui nous dépasse, qui est pas forcément, qui nous fait pas forcément du bien, hein, d'ailleurs, mais qui bouscule, en fait, qui fait évoluer, qui pousse à changer, qui pousse à grandir. Et, hum, et en fait, c'est parfois ça qui fait peur aussi. Sûrement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la maternité, hein. Mais une femme, quand elle est enceinte et quand elle donne la vie, mais elle a une force qui est exemplaire, qui peut même être destructrice, hein, quand il s'agit de sauver ses enfants. Carrément, ouais, carrément. Euh, Qu'est-ce qui aurait besoin d'affiner ou d'approfondir encore pour rendre cet échange complet, d'après toi, Christine, par rapport à ces anciens paradigmes du pouvoir, à ces nouveaux paradigmes, à ce nouveau leadership, au fait d'être une femme, de peut-être la mission aussi de la femme? Qu'est-ce que tu aimerais nous partager d'autre? Ben moi, j'ai juste envie de vous parler de mon expérience, hein. Je ne me permettrai pas de parler au nom de toutes les femmes, mais notre monde, il est en train de changer. Qu'on le veuille ou non, il change. Et soit nous sommes des acteurs, ou soit nous le subissons. Et moi, je préfère être actrice de ma vie et j'ai envie, et je pense que par rapport à tout ce que j'ai vécu sur ces 2 dernières années, les études que j'ai pu faire, mais également les rencontres fantastiques, je ne sais pas si on avait eu l'occasion d'en parler, mais je me suis retrouvée chez les Brahma Kumaris. Alors, si on Oui, mais regarde Wikipédia, j'attendais que tu en parles. Je voulais pas. voilà. Ouais, vas-y. Alors, n'allez surtout pas regarder Wikipédia parce qu'on vous dira que c'est une secte. Alors, ce n'est absolument pas une secte. Ce sont effectivement des personnes, hommes et femmes. À l'origine, c'est un homme, hein, qui a créé les Brahma Kumaris, qui ont eu envie de changer le monde, d'y mettre plus d'amour, d'y mettre plus d'écologie, d'y mettre plus d'attention à notre mère qu'est la Terre. Et bien évidemment, ça dérange, hein. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer une femme qui fait partie des femmes importantes des Brahma Kumaris, qui s'appelle Jayanti. Et il m'est arrivé quelque chose d'exceptionnel. Quand je suis partie là-bas, je ne savais même pas ce que c'était, moi, les Brahma Kumaris. J'allais faire une expérience à Londres. Et quand j'ai rencontré cette femme, je n'ai pas pu lui parler tellement je pleurais. Je ne me reconnaissais même pas, hein. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche, que les larmes ruisselaient, je hoquetais. Et elle m'a pris la main et elle m'a dit, tu es arrivée à la maison.
Et à ce Mm. moment-là, pour moi, ça a été mais vraiment juste une évidence, quoi. Euh, la spiritualité, l'amour de l'autre. Faites l'amour, pas la guerre. Alors, cette phrase, elle est peut-être largement galvaudée, mais c'est ça, quoi. Faisons attention à notre planète, faisons attention à l'autre, mais ne serait-ce qu'à notre voisin. Euh, une phrase, un sourire, et les choses vont beaucoup mieux, hein, tout de suite. Surtout dans cette période de transition où le vieux monde a envie de continuer à exister. On voit ce qui se passe, la guerre, ces violences. Et puis de l'autre côté, toutes ces âmes qui ont envie que le monde change. Et j'ai envie de faire partie de ces âmes qui vont œuvrer pour que nos enfants, nos petits-enfants, vivent mieux Mm. Et tu en fais déjà ensemble. partie de Je ces âmes pense, pionnières. humblement, je le pense. La vie m'a... Alors, j'ai vécu euh, de belles rencontres. Gianti a été une belle rencontre, tu as été une belle rencontre. Cette année, j'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai eu des échecs dans ma vie. J'ai pris des claques où j'ai pensé ne jamais me relever tellement c'était violent. Mais j'ai eu la victoire de me remettre debout, voilà, de continuer à avancer. Et, et voilà, aujourd'hui, je suis heureuse. Je suis heureuse dans ce que je fais. Alors, je ne gagne plus ma vie comme avant, hein. C'est une évidence, mais c'est pas grave parce que je m'éclate tellement dans ce que je fais et je sais que, voilà, je suis un maillon de cette chaîne qui va transformer le monde. Et pour moi, de manière plus basique, j'ai envie de transformer le cœur des entreprises. Mm. Magnifique. Euh, j'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais je fais le tri entre ce que je dis en direct et ce que je te dirai en off. Parce que je me sens beaucoup appelée à œuvrer avec toi, Christine. Ça fait longtemps qu'on se connaît sans vraiment se connaître. C'est Euh, vrai. enfin, quand on a J'ai fait des frissons quand tu me dis ça. ouais, mais quand on a fait cet entretien de préparation, tu te souviens, j'ai eu beaucoup d'émotions quand j'ai pris conscience de tout ce qui nous reliait, parce que à toi seul, euh, tu connais tous les hommes, ou t'es en lien, ou t'as été en lien avec tous les hommes qui ont fait partie de mon enfance et de ma lignée. Et ça me touche profondément. Et tu es physiquement dans la région de ma lignée paternelle. Euh, voilà. Et donc, au fond de moi, je sais que si on se reconnecte maintenant, alors que ça fait depuis 2012 qu'on ne s'est pas vu, Il n'y a pas parler de ou quoi que ce hasard. soit, il y a quelque chose. Voilà. Il y a Il n'y a quelque pas chose. de hasard. Mm. Il y a quelque chose. Et les rencontres, quand on dit, tiens, j'ai rencontré par hasard. Non, 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 on rencontre jamais par hasard. C'est la main de Dieu. Alors Dieu, chacun le voit comme il a envie. Attention, hein, je ne fais pas de Hmm, religion. Mais voilà, il y a quelque chose de bien plus haut que nous et bien plus fort. Et je pense qui a fait que cette nouvelle rencontre, cette nouvelle connexion, elle doit aboutir sur quelque chose. Pour moi, c'est une évidence. Je ne sais pas comment, hein, oui. mais On va voir, ça va se révéler. Et tu vois, il y a quelque chose qui... enfin, on a plein de choses en commun, mais aussi la façon que tu as de parler des femmes et de soutenir les femmes dans leur empowerment, comme on dit. Je suis profondément convaincue que quand les femmes s'autorisent à réussir selon le sens qu'elles osent donner à la réussite, c'est de cette façon qu'elles guérissent le monde. ah, mais ça, c'est juste une évidence pour moi. À travers ce que je te disais tout à l'heure, c'est ça que j'ai essayé d'exprimer. Oui. C'est pour ça que la femme, elle doit être femme, elle doit être elle, parce que c'est elle qui va changer le monde. Enfin, c'est elle qui va changer le monde. C'est elle qui va emmener ce changement et emmener les hommes à changer Mm. aussi et à être en capacité d'assumer ce féminin en soi. Parce que tu l'as très bien dit tout à l'heure. Le yin, le yang, on a chacun du yin et le yang, on a chacun du féminin et du masculin dans notre... Rien que si on regarde l'astrologie, il y a des signes
féminin, il y a des signes masculins, mais dans mon thème astral, dans ton thème astral, tu as du féminin et du masculin. C'est Mhm. juste une évidence. Et pour chaque être humain, le masculin et le féminin se mélangent et s'harmonisent. Mhm. Complètement. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure cette conversation? Peut-être aussi selon ce que tu voulais que les auditeurs récoltent de notre conversation. Eh bien, j'aimerais dire, par rapport à tous les échecs que j'ai pu avoir, ne jamais baisser les bras, toujours se remonter, toujours se relever. Je crois que c'était Philippe Labro qui a écrit après avoir fait une grave dépression, je suis tombée 7 fois, je me suis relevée 8. Mhm. Ben voilà, j'ai envie de dire, ne jamais baisser les bras, croire en ses rêves, parce que les rêves, ben, ça se réalise, voilà, tout simplement. Mais ça dépend si on le veut fort. Et Oui, quand on a envie de quelque chose, eh ben, il faut y aller. Il faut foncer. Alors en y mettant les formes, hein, bien évidemment, parce que ben, les coups peuvent être un peu plus gros, mais il faut y aller, quoi. Donc, j'ai envie de dire aux femmes, je me permets de m'adresser aux femmes, mais n'hésitez jamais, allez au bout de vos rêves. Rien n'est interdit, rien. mm. Et comme tu le dis, si on le décide vraiment, je pense que c'est ça qui prend le plus de temps, c'est de le décider. Mais quand on veut, on peut. Voilà, c'est une phrase. Moi, j'ai appris aujourd'hui, en étant en introspection pendant ces 2 dernières années, qu'il y a des phrases comme ça qu'on dit de manière extrêmement banale. Mm, Mais quand on les écoute et vraiment quand on les étudie, elles sont très lourdes de sens. mm, Toi, il y a une phrase, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais bien sûr, si je veux, le ciel va m'aider. C'est clair. Oui, enfin, ce qu'il y a de plus haut que nous, oui, oui, il va m'aider. mm, Bon, j'aurai sûrement des petits crocs en jambes parce que la facilité, c'est pas drôle non plus, hein. C'est quand on arrive à avoir quelque chose et qu'on s'est vraiment un petit peu battu, on le savoure encore plus, quoi. mm, tout à fait. Et juste, il y a une question qui me vient. Qu'est-ce qu'il faudrait changer chez Femmes du MEDEF pour que ça change vraiment les choses? Mais qu'on est à l'intérieur de ces femmes. Alors, il y en a sûrement, hein, parce qu'il y a d'autres clubs qui ont été créés, mais qu'on y mette vraiment les statuts et qu'on explique que c'est vraiment pour aider les femmes et qu'il ne faut pas faire semblant, quoi. Que c'est pour emmener d'autres femmes, non pas dans le sillage des hommes, mais à Mm, entreprendre différemment. Parce que si c'est pour faire mm, pareil que les hommes, je ne vois pas l'intérêt, hein. Si on va super. chercher des femmes pour qu'elles se comportent comme les hommes et comme les hommes d'hier, hein, comme des hommes des cavernes, je ne vois aucun intérêt à ce femme du MEDEF. Non, Mm, c'est pour moi, ce qui vaudrait le coup, c'est de faire venir des femmes et leur dire, mais soyez qui vous êtes, mm, assumez-vous, n'ayez pas peur de parler féminin, quoi, de parler avec des mots de femmes. Et ils sont pas mm, ringards, ils sont pas idiots, ils sont juste vrais. mm, Ne pas utiliser le langage masculin, quoi. Un langage punchy, mais pourquoi? mm. Pourquoi? C'est comme Oui. toi, moi, il y a un truc qui m'agace. On est toujours en train d'utiliser des termes anglais. Mais pourquoi? Moi, je suis en France, j'adore la France. La France a un dictionnaire tellement énorme. Pourquoi on va chercher des mots en anglais, quoi? Pourquoi? Mm. La langue française est tellement belle. C'est pour faire bien. Alors, on se comporte comme des mecs pour faire bien. Bah non, aucun intérêt. Oui, donc osons redéfinir cette réussite. J'aimerais beaucoup œuvrer auprès de toi Avec un sur ces immense femmes plaisir. dirigeantes. Ouais, on en reparlera. On en reparle avec un grand plaisir. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast, Christine? Bon, alors je vais te dire un truc complètement fou. J'aimerais beaucoup entendre, tu vois, tu as parlé de ton grand-père tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai eu une chance inouïe. J'avais une grand-mère qui, justement, m'a ouvert la voie parce que c'était une femme. Elle se comportait pas comme un homme. Elle Hmm, était extrêmement féminine. Elle savait où elle allait aller. Elle se laissait pas faire. Je la vois encore une fois charger le fusil parce qu'il y a quelqu'un qui voulait racheter sa propriété. Elle avait décidé que c'était hors de question qu'il mette un pied, ne serait-ce que devant sa porte. Donc elle l'a menacé avec le fusil. Et c'était une femme, mais d'une immense culture. Et si, voilà, si j'avais envie de revoir quelqu'un, toi, tu m'as dit de voir quelqu'un ou d'entendre quelqu'un, j'aimerais beaucoup pouvoir échanger avec elle aujourd'hui
Hmm, euh, par rapport à tout ce qu'elle m'a appris et peut-être que je n'ai pas toujours mis en exergue. Voilà, c'est cette femme que j'aimerais, avec qui j'aimerais parler aujourd'hui. Ça paraît un peu fou, hein, mais bon. ça serait extraordinaire de pouvoir faire ça. Parce que tu vois, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Simone Veil, qui pour moi Ouais, était une grande femme. D'autant ouais. plus aujourd'hui qu'on a inscrit dans la Constitution le droit à l'avortement. Mais j'ai eu un échange et pour moi, c'est une grande richesse. En fin de compte, tu vois, dans ma vie, j'ai eu la chance, mais l'immense bonheur de rencontrer des femmes d'exception. Hmm, Simone Veil est une femme, pour moi, d'exception, une grande dame qui a su se battre et imposer en tailleur, avec son collier en perles, alors que hmm. les hommes vociféraient. Elle a jamais perdu son calme, elle avait le cap. D'autres femmes, hein, euh, Marie Curie, par exemple, voilà, on a plein d'exemples de femmes qui ont, malgré le fait qu'on ait voulu les garder dans l'ombre, elles ont réussi à être exceptionnelles, quoi. Oui, parce que ce sont des femmes qui portent l'intégrité. Mais voilà. Mais parce que pour moi, une grande dame, elle doit être intègre. Ouais, ouais, ouais. Moi, je déteste l'injustice. Je déteste la triche, hein. Hmm. Et donc, ta main, on mettra dans la description du podcast où on peut te contacter. Quelle est la meilleure façon de te contacter, Christine? Oh, moi, alors tout simplement, tu sais, bêtement, le téléphone, hein, je réponds. Oui, mais on va peut-être pas mettre ton téléphone dans la description du podcast, donc peut-être par LinkedIn? Bah, par LinkedIn, hein, j'ai mon profil sur LinkedIn. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ok, donc on mettra ton profil LinkedIn. Et, hum, et puis pour terminer, j'aimerais savoir avec quoi toi tu repars de cette conversation. Une prochaine collaboration. J'ai hâte. Tu sais que Oui, je suis pas venue en Lorraine depuis l'enterrement de grand-père, hein. Donc, eh ben, tu vois, ça sera l'occasion de montrer, de me montrer ton alliance prochainement, tu vois. oui, et il faudrait qu'on fasse un autre épisode sur le sujet de l'alliance, hein. On a aussi ce point commun d'avoir retrouvé le père de nos De enfants nos enfants. après une séparation et d'avoir Tout à fait. choisi l'amour. Voilà. Et de Euh, savoir que les âmes sœurs, ça existe réellement. oui, oui. Euh, un immense merci, Christine. Je ferai un épisode évidemment 3 fois plus long, voilà, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un immense merci pour la richesse de tes partages, pour ton expérience et pour toute cette sagesse que tu révèles de plus en plus. Voilà. Alors moi, merci infiniment pour ce rendez-vous, Ombline. J'y ai pris beaucoup de plaisir. J'espère euh, que d'autres femmes, euh, mais c'est juste une évidence, auront envie, voilà, de se jeter dans l'aventure. Hmm. Et de... Alors j'allais dire encore un terme anglais, mais tu vois, to stand for something. Voilà. Tout à Vraiment, fait. de se mettre debout. Voilà. De se lever, Voilà. de se mettre debout et de garder la De main porter levée. l'étendard, tu vois, de porter l'étendard. Mhm. Je t'embrasse bien fort. À très très Moi vite. aussi, Ombline, prends soin de toi. Tu te maries quand déjà? On s'est mariés civilement déjà au mois de décembre et Oui. on se marie spirituellement le 18 mai. 18 mai. Parce que je voyais que tu t'étais fait toute belle, tu testais ta coiffure. C'est pour ton mariage que tu testes ta coiffure. Mais oui, ce matin, j'ai eu, avant-hier, je suis allée essayer ma robe pour faire les ajustements et ce matin, j'avais mon essayage coiffure-maquillage. Donc là, aujourd'hui, tu vois, tu me vois tout apprêtée. Bon, tu m'enverras des photos, hein, s'il te plaît, de ta belle Ouais, robe. évidemment, évidemment. Je t'embrasse très fort, Ambline. Moi Surtout, prends aussi, soin de toi prends et soin de toi continue aussi. à faire ce que tu fais parce que tu propages la bonne parole. Et il faut essaimer et encore essaimer. C'est important. Le monde Et s'aimer change. tout court. Et S'aimer s'aimer tout et court, bien s'aimer. évidemment. Je t'embrasse bien fort. À bientôt. À bientôt.